Bonsoir, à la une de cette édition, le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Dakar. Le chef de l'État a pris part aux travaux. Au menu des débats, les relations entre l'institution sous-régionale et l'Union européenne. Professeur Alpha Condé est de retour à Conakry. La Fédération guinéenne de football fait son bilan à mi-parcours. Le comité exécutif était en assemblée générale pour évaluer les défis et les perspectives. La FEGIFOOT est optimiste pour les 2 prochaines années de son mandat. À suivre aussi le combat contre le cancer du col de l'utérus. La campagne se poursuit à Conakry. Plus de 1000 femmes ont été examinées par les médecins. Prochaine étape, la ville de Boké. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Les travaux de la CEDEAO se sont tenus hier à Dakar. Un sommet extraordinaire pour parler des relations entre l'institution et l'Union européenne. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a pris part à ces travaux. Une occasion pour lui de faire le point sur les législatives tenues en Guinée. Sanassi Keita. L'enjeu est de taille pour cette session extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ici à Dakar. Les dirigeants de cette organisation sous-régionale se sont fortement mobilisés pour venir discuter davantage de plusieurs questions en vue d'une meilleure intégration sous-régionale. Le sommet est consacré surtout aux questions essentielles du tarif extérieur commun, du prélèvement communautaire, de la libre circulation des personnes et des biens et des accords de partenariat économique, nous balisons la voie pour atteindre nos objectifs communs. Cette conférence concerne notamment les négociations commerciales avec l'Union européenne, partenaire économique de l'Afrique. Pour le président en exercice de la CEDEAO, ces assises de Dakar doivent permettre sans nul doute de créer les conditions favorables à l'accroissement d'un échange et du commerce intra-régional. Cette rencontre est donc l'occasion de réaffirmer notre engagement à faire aboutir les réformes économiques au sein de notre espace. Elle doit également permettre de créer les conditions favorables à l'accroissement des échanges et du commerce intra-régional afin d'asseoir durablement le dynamisme de nos économies et de créer des opportunités en faveur de notre jeunesse. Une autre question discutée également au cours de cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les élections législatives au Togo et en Guinée. Pour celles organisées le 28 septembre en Guinée et dont les résultats provisoires ont été récemment proclamés par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, la CEDEAO précise. La CEDEAO a été témoin du déroulement des élections législatives du 28 septembre en Guinée, dont les résultats provisoires ont été proclamés il y a une semaine. Je renouvelle nos félicitations au gouvernement et à toutes les forces vives de la nation guinéenne pour leur engagement à conclure la transition démocratique. J'exhorte toutes les parties prenantes à privilégier la voie de la concertation et du dialogue et à utiliser les bonnes méthodes pour tout recours concernant ces résultats. Il nous soit permis de saluer les efforts des facilitateurs et en particulier ceux du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Tous ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont parlé d'une même voix concernant ces assises de Dakar axées sur les questions du tarif extérieur commun, du prélèvement communautaire, de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que des accords de partenariat économique. À cela s'ajoutent également les questions de paix et de sécurité. Et c'est à ce prix que ces dirigeants donneront une nouvelle impulsion à la marche qu'effectue la CEDEAO depuis maintenant 40 ans, celle d'une intégration forte et durable. Le chef de l'État est donc de retour à Conakry. Je vous rappelle qu'il était à Dakar pour prendre part à la rencontre extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO. À sa descente d'avion, il a répondu aux questions de notre reporter Mahmoud Bari sur les conclusions de ce sommet. Suivez. Savoir de ce sommet. Bon, ce sommet était un sommet extrêmement important. C'est à la dernière réunion, notre dernière rencontre à Abuja, qu'on a décidé de tenir un sommet extraordinaire parce qu'il y a 3 problèmes urgents
pour l'intégration africaine et pour l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Il y a l'APE, c'est-à-dire les négociations avec l'Union européenne qui durent depuis plus de 10 ans, le tarif extérieur commun et la monnaie unique de la CEDEAO. Donc c'est des questions extrêmement importantes et c'était un sommet qui a été un très grand succès parce que nous sommes tombés d'accord sur les 3 points. Concernant l'APE, le président malien Ibrahima Keïta a cité un article de Régis Debray. Il disait que les hommes libres ont besoin d'esclaves. Il dit que nous ne voulons pas être les esclaves de ces hommes libres. En clair, il faut que l'Afrique puisse s'industrialiser. Donc il ne faut pas que les accords avec l'Union européenne nous condamnent à être des exportateurs de matières premières et non pas nous industrialiser. Donc nous avons donné de façon consensuelle des propositions aux négociateurs et nous avons signifié la ligne rouge à ne pas dépasser. Nous avons demandé aussi que les échanges, le libre-échange ne s'appliquent pas seulement aux biens mais aussi aux personnes parce que nous ne voulons plus voir des spectacles de ce qui arrivait à Lampedusa. Et deuxièmement, le tarif extérieur commun. Vous savez qu'il y a 2 groupes. Il y a les pays membres de la zone CFA-Limoa qui font 1,05 et les pays non membres, c'est-à-dire nous qui faisons 0,5. Le souhait était d'aligner tout le monde sur 1,5, mais pour le moment on n'en est pas là. Donc on se donne 5 ans pour que tout le monde soit aligné sur 1,5, pour qu'il y ait un tarif extérieur commun, parce que si nous voulons faire l'intégration africaine, il faut que chaque État accepte un minimum de sacrifices, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation, mais chacun doit faire les sacrifices qu'il faut. Le 3e point, c'est la monnaie de la zone CEDEAO. Vous avez aujourd'hui la zone CFA Limoa et la 2e zone, la ZIMAO, qui devait être créée depuis très longtemps, c'est-à-dire les pays non membres de la zone franc, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, et je ne sais plus quel est le Nigeria, je crois. Il y a 7 pays. Donc là aussi, nous avons estimé que dans les 5 ans, il faut qu'on arrive à créer. Nous sommes très en retard pour la zone ZIMAO qui aurait dû être créée depuis très longtemps. Donc nous nous sommes mis d'accord qu'il faut que la zone ZIMAO soit créée d'ici 5 ans et ensuite qu'il y ait une monnaie unique en 2020 pour que que tous les pays de la CEDEAO aient la même monnaie. Vous savez, moi, je vais encore beaucoup plus loin. Je souhaite qu'un jour, toute l'Afrique ait une seule monnaie, c'est-à-dire pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique. Monsieur le Président, il a été également question du Mali, de la Guinée-Bissau et de notre pays. Qu'est-ce que vous avez arrêté? Non, la Guinée-Bissau, nous avons décidé qu'il faut que les Africains prennent les responsabilités. Donc le gap pour organiser les élections en Guinée-Bissau, il manquait 22 millions de dollars. Nous avons décidé que l'ensemble des pays de la CEDEAO se chargent de trouver les 22 millions de dollars, ce qui est déjà acquis. La deuxième chose, au Mali, le président nous a informé de la situation à Kidal, où réellement les rebelles contrôlent la situation et aujourd'hui nous sommes presque dans un nouvel état de guerre. Donc en ce qui concerne la Guinée-Bissau, donc nous avons dit que nous souhaitons que les élections soient organisées d'ici la fin de l'année. Mais évidemment, nous voulons des élections transparentes, organisées de façon claire. Nous n'allons pas bousculer les gens. Et surtout, nous prenons en charge l'organisation des élections afin que nous soyons maîtres, que la Guinée-Bissau soit maître de la situation chez eux. En ce qui concerne la Guinée et le Togo, la CEDEAO s'est félicitée du fait que les élections se sont passées dans le calme et qu'elles ont été transparentes, libres, crédibles et encouragent, au niveau de la Guinée, ils encouragent tout le monde, mouvement présidentiel comme opposition, à recourir aux voies légales et à se soumettre au verdict des institutions républicaines. Voilà. La dernière question, Monsieur le Président, il y avait assez de chefs d'État. Est-ce qu'en marge des travaux, vous avez rencontré certains de vos collègues que nous connaissons ici? Bien sûr, j'ai eu à rencontrer des collègues et puis j'ai eu à rencontrer aussi mes amis parce que vous savez, beaucoup de dirigeants sénégalais sont mes amis. Nous avons dîné ensemble au Lagon hier soir et aujourd'hui j'ai passé la journée avec un certain nombre d'amis à Ngaparou, c'est-à-dire sur la petite côte. J'ai eu des entretiens mais surtout j'ai voulu voir mon frère Ibrahima Ibeka,
qui m'explique mieux la situation à Kidal. Parce que vous savez, nous sommes en train de former un bataillon de 850 personnes pour être déployés sur le Mali. Donc je voulais connaître un peu la situation. Merci, Excellence. Alpha Condé au micro de Mahmoud Bari. Des investisseurs des Émirats Arabes Unis sont en séjour de travail à Conakry. Ils ont été reçus en audience par la première dame de la République. Au menu des débats, les domaines d'intervention de la Fondation Prosmi. Le compte rendu de Adama Magasouba. Les investisseurs venus des Émirats Arabes Unis en séjour à Conakry pour tâter le terrain des affaires ont été reçus par la première dame de la République pour une éventuelle possibilité de collaboration. Cela en prélude à la conférence organisée par le gouvernement guinéen prévue les 24 et 25 novembre prochains à Abu Dhabi. Ils ont dans leur bagage des humanitaires qui tiennent à comprendre le fonctionnement de la Fondation Prosmi, comment accompagner le processus et s'imprégner des domaines dans lesquels ils pourront éventuellement agir. Notre fondation travaille dans 70 pays à travers le monde et nous souhaitons intégrer la Guinée au sein de ces pays. Nous souhaitons réaliser très prochainement des projets humanitaires de la fondation Al-Sharika Al-Khairiya en République de Guinée. Transmettre les résultats de nos entretiens avec son Excellence Madame la Première Dame à l'administration de la Fondation qui va prendre une décision dans ce sens et nous souhaitons vivement collaborer avec la Fondation dans le domaine que nous avons discuté. Ils sont intéressés par l'agriculture, la riziculture et j'ai mis un point sur les femmes maraîchères en disant que les femmes de Guinée étaient braves, qu'elles s'intéressaient aussi à l'agriculture et que ça dépassait les commentaires. Il faut les voir pour y croire. J'ai beaucoup d'espoir finalement avec ce groupe-là. Je pense que c'est des hommes d'expérience, comme ils nous l'ont prouvé. Ils ont une grande expérience. Ils sont aussi humanistes. Donc ça sera une coopération où tout le monde pourra tirer son épingle du jeu. Cette visite de ce groupe d'investisseurs vient ainsi donner un coup de pouce aux relations de coopération entre la Guinée et les Émirats Arabes Unis. Économie, la SFI, Société Financière Internationale, rappelle toute sa disponibilité à accompagner la Guinée. L'institution l'a fait savoir en marge d'une rencontre entre le FMI, la Banque mondiale et des gouverneurs africains. Le point avec Boubacar Bar. Au siège de la Société Financière Internationale, la mission gouvernementale a rencontré le vice-président de cette institution. Des questions liées au projet Simandou, la reprise ou la privatisation de Sotelgui, le climat des affaires avec une meilleure visibilité de la lettre de politique des petites et moyennes entreprises et industries guinéennes ont fait l'objet de discussions. Le vice-président de cette institution est disposé à accompagner la Guinée. Ça a progressé sur les différents dossiers sur lesquels nous travaillons, que ce soit dans le secteur des infrastructures ou encore dans le secteur de l'amélioration du climat des affaires. Nous sommes en train d'avancer. Pour mieux harmoniser les données, une vidéoconférence a été organisée par la Société Financière Internationale avec le cabinet de télécommunications sur la Sotelgui. Des experts de cette institution sont attendus à Conakry novembre prochain pour finaliser ce dossier. Dans la même lancée, la mission technique du Fonds monétaire a organisé une vidéoconférence pour discuter avec les cadres des impôts et des douanes des questions liées à la politique fiscale, le diagnostic du code minier et non minier avec ses textes d'application, le plan comptable de l'État et la nouvelle nomenclature budgétaire. Malgré que la conjoncture économique au niveau de la Guinée en 2013 a été très difficile, avec une baisse de la croissance et un manque criard de recettes fiscales dues d'un côté par le choc sur le secteur des mines et ensuite sur les grèves qui ont fait chuter le niveau des recettes et donc qui a fait baisser le niveau des activités économiques. Mais malgré tout ça, nous avons tenu à ce que les engagements pris dans le programme économique et financier soient respectés. Le programme tient la route, en tout cas c'est ce qui ressort des discussions que nous avons aussi bien au plan budgétaire qu'au plan monétaire, en ce qui concerne particulièrement les critères à la charge de la Banque centrale tels que les avoirs intérieurs nets de la Banque centrale et les réserves internationales nettes. Je peux vous dire que tous ces indicateurs sont
dans les normes requises. Et en ce qui concerne l'objectif de base monétaire aussi, il y a une marge importante par rapport à ce qui est prévu au 31 décembre. Dans le cadre des rencontres, le gouverneur de la Banque centrale s'est entretenu avec le président de la Banque islamique de développement et le président de la société Thomas Delarue. Des problèmes liés à l'assainissement monétaire et la gestion du portefeuille des projets financés par cette institution ont été soulevés. Le ministre des Finances a également rencontré le président de la BAD pour une participation active de cette institution bancaire africaine à la réunion des bailleurs de fonds sur la Guinée aux Émirats arabes unis. Je vous le disais dans les titres, la Fédération guinéenne de football sort de son assemblée générale ordinaire, une occasion pour le comité exécutif de la FEGIFOOT d'élaborer les défis auxquels il doit faire face. Cette 11e assemblée générale a permis également d'aborder les perspectives. C'est Loutata Diallo. C'est sur fond de crise économique et donc en période de vache maigre que s'est ouverte cette 11e Assemblée générale ordinaire de la Fédération guinéenne de football. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'adoption des comptes de l'exercice précédent, celle du budget du prochain exercice ou encore l'élection de 2 membres à des postes laissés vacants. Même s'il y a eu un début de fronde de la part de certains membres statutaires, le comité exécutif s'en sortira indemne avec l'adoption du rapport d'activité aussi des comptes de l'exercice précédent qui porte sur un peu plus de 26 milliards de francs guinéens. Au chapitre rapport d'activité, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahima Blasco Bari, s'appesantira surtout sur le renforcement des capacités institutionnelles et administratives que sur les résultats sur le terrain. Par ailleurs, Mamadou Chérif Diallo et Mohamed Lamine Kabatom ont été élus au comité exécutif à des postes vacants laissés par Ibrahima Blasco Bari, passé secrétaire général, et feu Amadou Benoît Camara. Le clou de cette 11e assemblée générale a vu le quitus donné au comité exécutif pour la mise en place d'un groupe de réflexion sur la création très prochaine d'une ligue de football professionnel et donc d'un championnat professionnel en Guinée, pourvu que ça marche. On se dirige peut-être enfin, sauf coup de théâtre, vers l'acheminement des travaux du stade de Nongo. Il y a eu 1 an d'arrêt, ce qui a faussé la donne dans la remise officielle de l'ouvrage. Les partenaires chinois promettent de reprendre la pelouse et la clôture aussi est presque finie. Le constat de Fatoumata Samora. Lancé le 27 novembre 2007 pour un délai contractuel de 4 ans, le stade de l'unité de Nongo est provisoirement remis le 10 janvier 2010 au gouvernement de la Troisième République. À l'époque, Shanghai Group Construction, l'entreprise en charge des travaux, a réalisé ce stade de 50 000 places, ses tribunes, cette pelouse et tous les accessoires dignes d'un stade de haut standing. Il faut que le gouvernement mettre les moyens qu'il faut pour entretenir un stade comme celui-ci. Pour que le stade soit opérationnel, le gouvernement guinéen devait assurer, outre l'appui administratif qui consiste à faciliter les exonérations douanières, l'adduction d'eau et l'électrification des lieux, mais aussi la clôture des 23 hectares 500 qu'occupe le stade, l'aménagement de l'arrière-cour et la construction de parking. Après 1 an d'arrêt, le chantier est rouvert avec le retour des partenaires chinois qui promettent de l'achever en 1 an. La partie chinoise ayant fini ce qui la concernait, c'est-à-dire la construction d'un stade de 50 000 places. Il s'agissait de faire la clôture, de faire les terrassements pour les parkings, de faire les caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales et de faire un commissariat spécial de sécurité du stade de Nongo, plus des toilettes publiques extérieures. Et cela revenait à la partie guinéenne. Mais vu l'ampleur du travail, nous avons demandé à l'époque que les Chinois reprennent ces travaux. Et le gouvernement chinois a donné son accord de principe. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le constatez, dans leur base vie, ils commencent déjà à amener le matériel. Sur le chantier, la présence des ouvriers est effective. Qui pour nettoyer la cour et qui pour construire la clôture. Une clôture en finition avec les travaux de crépissage déjà entamés par Béjec Travaux. La partie guinéenne a commencé le travail par la construction de la clôture. Dans le contrat de base, il n'était pas prévu que les Chinois fassent le terrassement pour les parkings et la clôture. Don du gouvernement chinois à la République de Guinée, le stade de l'unité de Nongo coûtera la bagatelle de 50 millions de dollars américains.
Très bel ouvrage. Des notes de satisfaction après la tenue du forum des ressources humaines, employeurs, chercheurs d'emploi et services étatiques compétents ont passé en revue les projets en gestation. La rencontre a également permis d'exposer sur la politique d'emploi des grandes sociétés. Mohamed Sankon. Si le problème d'emploi est difficile en Guinée, il l'est beaucoup plus pour les cadres n'ayant pas assez de qualifications, ceux ne maîtrisant pas la politique d'emploi des grandes sociétés de la place et ceux-là qui ne savent pas monter le dossier de demande d'emploi. Ces questions ont été largement débattues pendant le forum de l'emploi. La rencontre a permis à l'État, aux sociétés évoluant sur place et aux chercheurs d'emploi de se mettre au même niveau d'information pour relever le défi de l'emploi en Guinée. Dans le secteur de la formation, il faut un saut qualitatif en Guinée. On doit se préparer aux grands rendez-vous miniers. Les pouvoirs publics, les entreprises, les cabinets, tout le monde doit se donner la main aujourd'hui. Faire en sorte que la formation soit au centre de nos préoccupations. Quand les gens sont bien formés, ça permet de les employer. Le constat est qu'il faut beaucoup investir dans la qualification des ressources humaines, seule manière d'avoir des cadres compétitifs au plan national et international. C'est cela l'objectif de ce forum des ressources humaines organisé à l'initiative de l'Institut africain de perfectionnement et de renforcement des capacités. Éducation avec la remise des diplômes de licence à un groupe d'étudiants de l'université Nelson Mandela. Cette 7e promotion porte désormais le nom de l'ancien ministre et écrivain Lamine Camara. Plusieurs membres du gouvernement étaient conviés à cette cérémonie de remise des diplômes. Abdul Karim Camara. Ces jeunes pousses ont fait des recherches et assimilé leurs leçons ensemble pendant 3 ans dans les couloirs de l'université Nelson Mandela. Au nombre de 128, ils ont désormais leur licence en sociologie, droit, journalisme et communication ou encore les sciences économiques. C'est la 7e promotion de cette université, dont la 3e du système LMD. Une promotion qui porte désormais le nom de l'ancien ministre et écrivain guinéen Lamine Camara. La formation que l'université Nelson Mandela nous a donnée, nous on n'a pas de doute par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous sommes fin prêts de leur concurrencier. Et j'en suis sûr que d'un moment à l'autre, on va avoir notre place sur le plan national et sur le plan international. Il faut mettre à profit ce qu'on a appris sur le marché de l'emploi, sur le terrain. Venus accompagner leurs enfants, les parents saluent le travail abattu par ces étudiants. Pour le parrain de cette promotion, l'heure est désormais à une concurrence farouche pour ces étudiants sur le marché de l'emploi. L'appel qu'il faut leur lancer, il faut du courage, de la persévérance. On ne devient pas diplômé en dehors de soi. On ne s'instruit pas en son absence à soi-même. C'est par l'effort que l'on arrive à atteindre des performances qu'on n'atteint pas si on ne les accomplit pas. Donc, je vous le dis très sincèrement. Ne vous posez pas la question, comme a dit l'autre. Qu'est-ce que le pays va faire pour vous? Comme le dit Kennedy, mais qu'est-ce que vous allez faire pour le pays? Et ne croyez pas que le pays est abstrait. Votre voisin, c'est le pays. Vos parents, c'est le pays. Vos amis, c'est le pays. Tous ces membres du gouvernement ont été choisis comme parrains des différentes options de la dite promotion. La sécurité à Conakry au cœur d'une tournée de sensibilisation du gouverneur de la ville. Le commandant Sekouresko Camara a bouclé sa tournée de travail par les communes de Dixine et Kaloum. Il a demandé notamment aux élus à la base de s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité à Conakry. Moussa Bangoura. La sécurité dans la ville de Conakry est le premier souci du gouverneur Sekouresko Camara. C'est pourquoi il a engagé une tournée de sensibilisation avec les élus locaux sur la préservation de la paix. Partout, le président du conseil de ville a insisté sur le rôle que doivent jouer les maires et chefs de quartier pour l'instauration d'un climat de quiétude à Conakry. Je demande aujourd'hui l'ensemble de la population de la ville de Conakry de continuer à vivre ensemble et oublier tout ce qui s'est passé. Et je demande tous les acteurs politiques d'avoir pitié de notre pays, de prendre la Guinée, de mettre devant pour pouvoir préparer l'avenir de ce pays. Les 2 dernières étapes de cette tournée sont Dixine et Kaloum.
Les présidents des délégations spéciales de ces deux communes se disent disposés à faire du porte-à-porte pour appeler leurs citoyens au respect des valeurs républicaines. 10 jeunes par quartier qui doivent sillonner toutes les nuits pour sécuriser la population. Et là, ils ne font pas le rôle d'un policier qui viennent juste pour un temps. Eux, ils sont comme les anciens milices, c'est pas pour faire la violence, c'est pour sauvegarder la quiétude de la population. Dans les prochains jours, le gouverneur de Conakry entamera une autre tournée, cette fois-ci dans les marchés pour s'entretenir avec les administrateurs. Actualité nationale, toujours les droits humains et le JAR au cœur d'une campagne de sensibilisation lancée par le réseau des femmes du fleuve Mano. La démarche vise à faire de chaque citoyen un acteur de la paix. Première étape de cette tournée, la commune de Matoto. Mamadou Alpha Baldé. Des femmes et jeunes leaders des différents quartiers de Matoto à l'école du respect des droits humains et du JAR. C'est une initiative du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix en collaboration avec le PNUD. L'ONG entend expliquer aux acteurs sociaux de cette commune les vertus de la paix et le rôle du citoyen dans le maintien de la cohésion sociale dans sa localité. Lorsqu'on parle de genre, on pense que c'est d'abord des questions féminines, mais c'est important que ces cibles, qui sont généralement les victimes de tout ce que nous connaissons comme abus dans la société, que ces cibles-là donc soient imprégnées de ces concepts-là et qu'elles puissent vraiment faire en sorte qu'elles contribuent dans la promotion, la protection des droits humains, mais aussi qu'elles veillent à la prise en compte du genre dans toutes les questions de développement. À nos mamans, aux femmes, qu'elles sont sur le même pied d'égalité que les hommes, dans le cadre du processus de développement, dans le cadre des actions qui puissent permettre l'épanouissement de la communauté. En Guinée, les jeunes et les femmes constituent plus de la moitié de la population. Leur implication pour une paix durable dans le pays est indispensable. Ça nous a beaucoup soulagés quand même. On a compris que vraiment la guerre n'est pas bon. La guerre n'est pas bon. Donc quand nous aussi on va se retourner, on va faire une mobilisation dans notre quartier pour sensibiliser les femmes, sensibiliser les enfants. Le REFMAP compte sillonner toutes les communes de Conakry jusqu'au 6 novembre prochain. Ce pour sensibiliser 1500 jeunes et femmes. Troisième titre ce soir, la campagne nationale de dépistage du cancer du col de l'utérus se poursuit à Conakry. Plus de 1000 femmes ont été examinées par les médecins. En Goma total, la campagne est prolongée jusqu'au mercredi. Mangafo Détouré. Elles sont encore nombreuses à rallier ce centre pour avoir des informations et bénéficier des services de planification familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette campagne est une bonne occasion pour la plupart de ces femmes de choisir une méthode de contraception et prévenir le cancer du col de l'utérus. Depuis le début de cette activité, entre mercredi et ce moment précis de la journée, nous avons déjà vu 873 femmes. Et parmi les 873 femmes, nous avons une trentaine de pathologies cancéreuses, c'est-à-dire état précancéreux et cancer diagnostiqué. Et nous avons aussi 107 personnes qui ont accepté une méthode de contraception. Et je peux vous dire que ce sont surtout les méthodes de longue durée qui ont été choisies. Pour répondre aux besoins des femmes de Conakry, l'équipe médicale prolonge ses activités jusqu'au mercredi prochain. Une opportunité pour permettre au maximum de femmes de cette localité d'être prises en charge par la campagne. Rien qu'hier, il y avait 500 personnes présentes. Laissez-moi vous dire que le premier jour, nous avons vu 200, en refusant quelques-unes et en les reportant au lendemain. Le lendemain, il y a eu 500 présences. Nous avons pris 300. Nous pensions que beaucoup étaient déjà passés. Et hier, troisième jour, il y avait encore 500. Nous avons pris 200 et nous avons dit aux autres de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, à 3 heures du matin, il y avait déjà des femmes au centre en train de demander les tickets.
Et on a été obligé de négocier, de sensibiliser pour leur dire, bon, l'activité continuera la semaine prochaine. L'affluence des femmes pendant cette campagne explique leurs réels besoins en matière de planification familiale et de prévention du cancer du col de l'utérus. Pour être plus complet sur ce sujet, l'étape de l'intérieur du pays commence mardi par la région de Boké. Comment évolue l'état de santé des militaires hospitalisés dans les différentes structures sanitaires de la capitale? Le chef d'état-major général des armées est allé s'enquérir de leurs nouvelles. Le général Namori Traoré constate un rétablissement satisfaisant de ces hommes. Reportage lieutenant Alias Camara. S'enquérir de l'état de santé des hommes en uniforme et leur apporter un soutien moral, matériel et financier dans leur lit de malade, telle est la toile de fond de la visite effectuée ce matin par le chef d'état-major général des armées dans les centres hospitaliers de la capitale. Le général de division Namori Traoré, accompagné par le directeur général des services de santé, s'est rendu successivement à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, au CHI Donka et à Ignace Dine. Partout, le général Namori Traoré a porté le message de solidarité à tous les malades. Quand on voit le chef d'état-major des armées lui-même en personne venir voir les malades, on est vraiment rassuré. Nous, en tant que direction, nous faisons tout pour s'occuper personnellement de ces malades-là. Hospitalisés pour divers cas de maladie, ces militaires reçoivent des soins intenses pour faciliter leur rétablissement. Un geste symbolique leur a été fait par le chef d'état-major général des armées ainsi qu'aux malades retrouvés sur les lieux. La santé n'a pas de limite. Quand vous venez trouver un compagnon d'armes malade dans une salle, vous l'apportez une assistance financière. En même temps, il y a des civils malades. C'est tout à fait normal d'apporter la même assistance à ces civils. Et pour nous, il n'y a pas de différence. Donc, un malade militaire et un malade civil couché, ils ont le même droit, ils doivent obtenir les mêmes assistances. Cette autre visite du chef d'état-major général des armées dans les hôpitaux de la place traduit la volonté des autorités militaires à être au chevet des hommes en uniforme. Toute chose qui favorise la cohésion au sein des forces armées guinéennes. Page noire, le premier imam de la grande mosquée de Forekaria vient de rendre l'âme. El Hadj Lansana Bissiri Fofana a été rappelé à Dieu jeudi dernier. L'enterrement c'était hier vendredi. Adi Kamara a suivi la cérémonie. C'est le jeudi 24 octobre que El Hadj Lansana Bissiri Fofana a tiré sa révérence à Conakry à l'âge de 87 ans. C'est ici, à la mosquée centrale de Forekaria, qu'une foule nombreuse, composée de parents, de sages, d'imams, de notabilités, de hauts cadres, de ressortissants de Mouria, a pris d'assaut pour prier sur le corps de notre regretté El Hadj Lansana Bissiri Fofana, une mosquée qui a vu venir l'illustre disparu pour diriger les prières canoniques comme imam ratib il y a 13 ans. Plein de sagesse, d'humilité, de sympathie et de sens des responsabilités, le tout dans une pureté de foi. El Hadj Lansana Bissiri a regagné sa dernière demeure ici à Fatako, quartier qu'il a vu naître il y a 87 ans, laissant derrière lui 2 femmes et 8 enfants. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Paix à l'âme de El Hadj Lansana Bissiri Fofana. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, une information importante. La victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid. Les Catalans remportent le Classico sur le score de 2-1. Le Paris Saint-Germain joue ce dimanche contre Saint-Etienne. Bonsoir.